Bonjour à toutes et à tous. Merci de préférer la télévision nationale une fois encore cet autre mardi pour vous informer et pourquoi pas vous permettre de mieux comprendre l'actualité dans sa dimension spécifique et selon les interventions et pourquoi pas le fond des ibécières de nos consultants, mais également chroniqueurs sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Zénith sur Coloma. Je sais quand même que le mois avance à grands pas ou les mois avancent à grands pas, sauf que le mois de Ramadan est en avance cette année sur le mois de Carême et les fidèles musulmans de Guinée ainsi que les coreligionnaires de Guinée vont fêter bien avant nos fidèles chrétiens de Guinée ainsi que les coreligionnaires du monde entier. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons en tout cas un excellent mois saint de Ramadan et de Carême chrétien. Et puis, le service national de la formation continue du personnel enseignant est donc une direction stratégique du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui vise donc à renforcer la capacité pédagogique du personnel enseignant guinéen à travers des activités de formation selon les besoins souvent exprimés. Monsieur Ba Abdul Gardiri est DG par intérim de la dite direction. Avec lui donc, nous allons parler des activités réalisées depuis qu'il occupe la reine, n'est-ce pas, de cette direction en tant qu'intérimaire, mais également parler des perspectives. Les 11, 12 et 13 avril 2025 se tiendra donc le salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, en abrégé SIMIA. Et ça va donc se dérouler à Paris, en France, comme vous le savez. Sur ce plateau, on reçoit Madame Fatima Fakri, commissaire générale de ce rendez-vous international. Avec elle, nous allons parler de beaucoup de choses pour vous permettre de mieux comprendre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Zénith sur Coloma avec deux grandes thématiques en attendant les sujets non inscrits que nous allons donc doser sur ce plateau pour permettre effectivement la rentrée en matière. Je commence par Aboubacar Junior, de l'autre côté, parce que là, le consultant, il faut le mettre souvent au frais avant de commencer avec lui. Alors, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos invités, bonjour à nos parents qui nous regardent de partout à travers le pays. La Baya aussi du pays, oui. Ceux qui nous regardent depuis la Baya. Ouais, il y a le courant à la Baya. Bien sûr, mon ami, la Baya est le réservoir énergétique de la Guinée. Il y a Sopiti, il y a Kaleta, il y a Amaria, tout relève de la Baya, s'il te plaît. C'est pourquoi chez nous, il ne fait pas chaud et puis il n'y a pas de moustiques. Donc Dieu merci. Naturellement ou bien c'est avec des climatiseurs? Non, mon ami, tout est climatisé là-bas. C'est devenu une ville là-bas. Ok, mais j'espère quand même que les citoyens aussi s'acquittent de leur devoir vis-à-vis de l'EDG. Mais bien sûr, chez nous on paye régulièrement l'électricité. C'est pourquoi ça nous... Régulièrement ou irrégulièrement? Régulièrement. Ah d'accord, non, parce que dans la langue de français. Non. Quand il s'agit de ce soir, on se tire le drap. La Baya a fait quoi ici ce matin? Quand il s'agit de la Baya, aujourd'hui on tire le drap. Non, même pas. Vous savez, la particularité de cette localité spécifique de la Guinée, c'est une région, une localité de grande production. Et puis, l'agriculture est développée là-bas. Parce que la quasi-totalité de la Bayaka vivent de la terre, de l'agriculture. Donc, c'est pourquoi quand on a eu le goudron... On peut éviter un peu de géographie. On peut éviter un peu de géographie. On va donc dire bonjour à Mohamed, d'ailleurs, qui récupère la parole sur ce plateau bien avant. C'est pourquoi je t'explique l'aspect économique de cette localité. Mohamed s'invite dans la danse aujourd'hui, sans aucune autorisation préalable. Et voilà. Et pourtant, l'audience vient à peine de commencer. Très bien. On s'excuse, messieurs les jurys. On emprunte un peu vos concepts. Mais bon, voilà, comme vous le savez, c'est une émission culturelle qui a besoin également de vous déranger deux fois pour vous permettre de bien regarder. Voilà, cette émission. Mohamed, on a passé une excellente nuit. Oui, super. Est-ce qu'on s'était réveillé à 4 heures pour vraiment... Je me suis toujours réveillé à 4 heures, que ce soit le mois saint de Ramadan ou pas. Parce que je me réveille avec la lecture. Non, mais il y a une spécificité par rapport à cette période quand même. Bon, malheureusement, quand on se réveille à 4 heures, malheureusement quelque chose sur la langue. Non, je me réveille juste pour la prière et je continue mon chemin parce que moi, je ne mange pas à 4h, 5h du matin. En me couchant, quand je mange, c'est jusqu'à demain soir. Je ne suis pas habitué à manger le petit déjeuner pendant le mois de Ramadan. Sinon, ce jour-là, je ne pourrais pas achever, quoi. Je suis habitué à ça. Très bien, j'espère que nous sommes dans le même registre. L'unique femme sur ce plateau, elle est donc la commissaire générale du SIMIA. Et comme on le disait, donc le salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies. Ça se déroulera donc à Paris les 11, 12 et 13 avril prochains. Madame Fatima Fakri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. De l'autre côté, lui, c'est un habitué de ce plateau, un enseignant, et d'ailleurs qui a pour ce qu'on appelle stimulant la parole, puisque là, il n'utilise ça que pour se faire comprendre et pour enseigner. Et l'enseignant
ce sont les maîtres de la parole quelque part, sans pour autant faire référence effectivement à cet ouvrage de l'écrivain guinéen, hein, le maître de la parole. C'est ça. Alors, de l'autre côté, moi, Abdou Gadi, bonjour. Oui. Monsieur Ba, attention. Même si Mba n'est pas monsieur, votre cas est un peu particulier. C'est ça. Bonjour, monsieur Camara. Oui. Bonjour, chers journalistes. Et permettez-moi de souhaiter bon ramadan aux fidèles musulmans de Guinée, mais aussi de carême pour les fidèles chrétiens. Et sans oublier mes parents de Salambandé, c'est une sous-préfecture qui est très très enclavée. L'accès est très difficile. L'accès est très 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 difficile. Donc je profite de l'occasion d'ailleurs pour lancer un appel. Je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux. En tant que citoyen ressortissant. En tant que citoyen ressortissant de la sous-préfecture de Salambandé, pour lancer un appel à son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui est en train vraiment de construire les routes partout en Guinée. C'est vraiment visible. Et donc de penser aussi à nous, à notre localité qui est hautement stratégique pour la Guinée, parce que pour aller au Sénégal, c'est le plus court chemin, d'accord? Donc, pour nous aider, pas forcément du bitume, mais quand même qui nous aide, parce qu'une machine n'est jamais passée là-bas. Donc, ce sont les paysans qui se sont débrouillés pour vraiment défricher la route, et puis l'accès est une route de 25 km, il faut entre Matakao et Salamandé, il faut faire plus de 5 heures du temps. 25 km, vous imaginez combien de fois, c'est un calvaire total. Et ça, c'est que lorsque... éviter de tomber en panne là-bas. Et ça, c'est lorsque vous avez un bon véhicule, 4x4. Matakao, c'est dans... Matakao, ça, c'est dans Koubia. Koubia, d'accord. Et Salamandé, ça, c'est une sous-préfecture dans la préfecture de Mali. Donc, je ne saurais terminer sans pour autant saluer ici mon grand-père qui vit là-bas, Elaz Bachir. Sauf qu'il n'est pas en train de regarder cette émission. Ah oui, mais il va voir l'émission. Ils vont lui remonter l'information. Donc je profite qu'il m'aime beaucoup et je l'aime aussi. Ça fait combien de fois que son nom soit prononcé sur un plateau de télé? Bon, c'est la première fois, je pense. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce vieux, alors, le grand-père, longévité à lui? Voilà, vous l'avez compris. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est l'un des plus grands érudits du Fouta Djalon. Voilà, donc c'est une personnalité hautement stratégique du Fouta et qui a contribué beaucoup pour la paix, voilà, pour le rayonnement non seulement de l'islam, mais aussi pour la paix sociale en République de Guinée. Oui. Voilà. Merci. En tout cas, ça c'était notre amuse-gueule pour commencer et surtout permettre de faire le tour des tables sur ce plateau. Mais nous avons quand même, est-ce qu'il faut remuer la Zibessière ou les Zibessières? Oui, Ismaël. Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, on va rester au ministère de l'économie et des finances. Alors, ce département stratégique, n'est-ce pas, commence à construire les sièges des trésoreries des préfectures. Oui, à l'intérieur du pays. Et la première étape, c'est Kéréouané, qui doit avoir la maison de l'économie et des finances. Et ce que est à saluer dans ce projet, Ismaël, c'est la décentralisation et la déconcentration de l'administration qu'il faut soutenir ici, parce que également le retour de l'État. Le retour de l'État, exactement. Nous avons des préfectures où des services techniques n'ont pas de bureau. Oui. C'est dommage. Et chaque ministère a deux budgets. Il y a le budget de fonctionnement, il y a le budget d'investissement. Alors, dans le budget d'investissement, vous devez prévoir la construction de vos démembrements à l'intérieur du pays. Quand vous allez dans certaines préfectures, nous avons près de 33 ministères à Conakry. Dans chaque préfecture, les 33 départements doivent avoir leur représentation préfectorale. Malheureusement, quand vous allez dans certaines préfectures... Le bloc administratif au niveau des préfectures... Vous allez dans certaines préfectures... affectés. Vous allez dans certaines préfectures, vous allez voir ministère de plan et ministère de l'économie coincés dans un petit bureau. Vous allez voir ministère de l'agriculture et ministère de l'éducation à louer peut-être un petit bureau à un directeur préfectoral, alors que dans les budgets d'investissement, on doit pouvoir construire des directions préfectorales à l'intérieur du pays. C'est ce que l'actuelle vision. C'est ce que le ministère de l'économie et des finances est en train de faire. Je crois que tous les autres départements ministériels doivent faire comme le ministère de l'économie et des finances, parce que Ismaël, ça y va
dans l'intérêt supérieur des populations. Quand vous allez dans certaines préfectures des services stratégiques, comme le ministère, la restauration de l'autorité de l'État. Exactement. Comme le ministère de l'Environnement se promène, le directeur préfectoral se promène avec ses dossiers dans son sac, il n'a pas cachet. Et son cachet. Oui. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un projet d'envergure nationale soit contrôlé par les démembrements à l'intérieur du pays si les conditions de vie et de travail ne sont pas là? C'est ce qui est dommage. Et je me rappelle encore quand je suis venu en mission tout à l'heure à l'intérieur du pays, même certains préfets et gouverneurs sont unanimes là-dessus, qu'il y a des projets de développement qui vont dans leur localité, alors que le gouverneur et le préfet ne sont même pas informés, ils ne connaissent même pas l'entrepreneur, ils ne connaissent pas le délai, ils ne connaissent pas le cahier de charge du projet. Oui, comment ces cadres au niveau au niveau déconcentré peuvent surveiller des projets? C'est dommage. Junior, dans nos préfectures, je sais que nous sommes très bien structurés et je sais que ce n'est même pas par voie de presse. Quand ces choses sont constatées, on a tout de suite besoin de faire un rapport. Et à ce que je cherche, les activités ne sont pas souvent déclenchées, en quelque sorte, dans l'arrière-pays, sans que le préfet ou le président de la délégation, ou tout au moins le gouverneur, ne soit invité. Et quand on les invite, c'est justement un courrier qu'on les adresse, une lettre d'invitation qu'on les adresse, où le motif, n'est-ce pas, est souligné. Moi, je pense que si ce sont des projets, même des projets qui sont souvent, c'est-à-dire sous le financement des ressortissants, les autorités à l'intérieur du pays sont souvent associées pour donner quand même un éclat particulier ou un cachet particulier, imprimer un cachet particulier à leur activité. Donc, je tombe de nuit quand j'entends une telle information. Je sais de quoi je parle. Je suis allé sur le terrain. Je n'ai pas eu l'information à Conakry ici. Encore une fois, lorsque le ministère de la Santé, par exemple, veut construire un centre de santé dans la région de Mamou, le gouverneur de Mamou doit connaître le contenu du projet, doit connaître l'entrepreneur, doit connaître le délai d'exécution du projet, doit savoir le coût. Et ça, on met les autorités locales pour surveiller les projets de développement, veiller sur le niveau d'avancement des projets. Parce que quand le ministre est à Conakry ici, c'est vrai qu'ils sont tout le temps sur le terrain, mais ils ne peuvent pas être tous les jours sur le terrain. Le gouverneur qui est de la région, le préfet qui est de là-bas, et ils sont là-bas. Quand une entreprise est présentée à ses autorités avec le cahier de charge, avec le délai d'exécution, je pense qu'ils sont mieux placés pour surveiller des projets. Je pense qu'on ne maîtrise pas le code de collectivité. Ismaël, moi je sais de quoi je parle et moi je maîtrise très bien ce que je dis. Je ne sais pas quelles sont les cohabitations et en vertu, sur la base de quel code ou de quel code, effectivement, il faudrait quand même que tout cela soit surveillé impérativement ou de manière inéluctable par, n'est-ce pas, ces autorités à leur pays. J'espère qu'on va encore essayer d'approfondir pour voir quelles sont les compétences par rapport effectivement à la réalisation. Il y a des projets, comme l'ANAFIC, voilà, dont l'appel d'offres est lancé par la préfecture. La préfecture recrute l'entreprise, d'accord? Et la préfecture a la main sur le projet, peut contrôler, peut taper la table devant un entrepreneur. Mais lorsque les autorités ne sont pas associées dans la gestion d'un projet, bien sûr que oui. Mais les autres projets, est-ce que c'est tous les projets qui sont concernés c'est-à-dire au plan global, n'est-ce pas, par cet état de fait? Est-ce qu'il y a des projets qui sont aussi, n'est-ce pas, directement intéressés? Parce que moi, je pense que je ne vais pas trop quand même m'attarder sur ça, parce que c'est un domaine... Tu ne maîtrises pas. Voilà, moi, je suis dans le domaine des infrastructures. Oui, mais cela ne te donne pas la paternité de la maîtrise. Je n'ai pas dit que j'ai la paternité. Je vais juste dire ce qui se passe dans nos régions pour que les autorités prennent les dispositions ou qui changent la maison. Ça se passe en fonction de quelque chose que nous Ismaël, je sais de quoi je parle. Encore une fois, partout où nous sommes passés, quand un projet est par exemple à Ourekaba de Mamou, c'est à près de 60 et quelques kilomètres. Le projet qui est là, comment le gouverneur va quitter ou le préfet va quitter Mamou pour aller à Ourekaba pour suivre les travaux d'un collège, par exemple? D'accord.
C'est des difficultés qu'on remonte. C'est des questions qu'on ne saurait répondre sur ce plateau. Justement, voilà, c'est pourquoi nous, on informe les autorités pour qu'elles prennent des dispositions pour que les projets, s'ils veulent que les projets soient surveillés par les autorités administratives, par des autorités locales dans les régions, pour que les entreprises soient présentées en amont et que les projets soient présentés en amont et qu'on mette les moyens à la disposition des autorités pour suivre le projet. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, non, moi je comprends, mais il y a une chose en République de Guinée. C'est aussi élémentaire que ça. On ne vient pas dans une localité sans qu'il n'y ait une présentation officielle et sans qu'il n'y ait une possibilité d'explication pour dire pourquoi nous sommes là. Moi, je pense que ça, c'est aussi élémentaire que ça. Mais bon, vu que ça, c'est une situation, peut-être que... Ils réunissent les gens quand il s'agit de la pose de la première pierre. Oui. Le gouverneur vient, le préfet vient, le maire vient, on dit pose la première pierre, ça s'arrête là. Et quand c'est comme ça, c'est pas normal. Étant des autorités locales et administratives, on ne se déplace pas pour aller participer à une quelconque pose de première pierre sans pour autant savoir de quoi il s'agit. Ils ne sont pas n'importe qui quand même à l'intérieur du pays. Bon, de toutes les façons, si le ministère de l'administration du territoire nous regarde et que le ministère de l'économie ou en tout cas le ministère des infrastructures et des travaux publics, qu'on nous envoie des cadres pour aider les citoyens effectivement à nous départager par rapport à un certain nombre de compétences dans la gestion et la réalisation des projets, les domaines d'intervention de chacun, n'est-ce pas? Parce que quelque part, chacun a une lettre de mission, chacun a quand même un périmètre de prérogatives à exécuter à l'intérieur du pays. Mohamed. Oui, moi, d'abord, la première idée, j'ai apprécié quand j'ai vu le ministre des Finances en train de faire la pose de la première pierre axée sur l'implantation des différentes trésoreries à l'intérieur du pays. Ça existait déjà sous la Première République. Il y avait les trésoriers. Mais il y a un moment où j'ai encore vu ces trésoriers qui venaient à Conakry prendre de l'argent dans les sacs pour aller payer les fonctionnaires à l'intérieur du pays dans les véhicules. C'était trop risqué. Maintenant qu'on revienne sur les premiers pas, parce que ça existait déjà. Donc on ne fait que revenir sur ces premiers pas. Un. De deux, ce que vous venez de dire comme second point, c'est-à-dire n'oubliez pas que tous les départements, j'allais dire, sont représentés au niveau des préfectures et au niveau des mairies. Ils ont leur... Je présente... Oui, ça, nous sommes d'accord. La loi normale... Parce que la plupart de ces cadres-là sont logés dans l'enceinte administrative de la préfecture. Peut-être que vous avez fait un constat amer, mais ce qui est officiel, toute la préfecture, il y a un préfet qui est le représentant direct du président de la République, donc qui a aussi son cabinet, qui donne le pouvoir de décentraliser à son niveau. Et comme le gouverneur qui gère la région, s'il y a 4-5 préfectures, il relève d'un gouverneur qui est en même temps le représentant du président de la République dans ce gouvernorat. Et toutes les sous-préfectures, le sous-préfet est le représentant direct du président de la République. Donc les districts irrélevants rencontrent au sous-préfet, le sous-préfet prend part au conseil, aux réunions de la préfecture avec monsieur le préfet. Chaque sous-préfet vient rendre compte de ce qui se passe dans sa sphère géopolitique à monsieur le préfet. Le monsieur le préfet remonte l'info à celui, à monsieur le gouverneur de la région administrative. Et monsieur le gouverneur de la région prend part à des réunions de cabinet au sein du ministère de la décentralisation et de l'administration du territoire. Donc le pouvoir est déjà décentralisé. Peut-être l'exécution fait défaut. Voilà. Et la construction d'une trésorerie à l'intérieur du pays, ce n'est pas une information. Okay. C'est revenir sur ces pas parce que ça existait déjà avant. Non. C'est juste ce que je voulais La mise à la disposition des cadres au niveau décentralisé, des infrastructures dignes et non, viennent renforcer les capacités opérationnelles, n'est-ce pas, des cadres à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Le confort, ça les permet d'avoir quand même, en tout cas, un bon niveau de réflexion, bien sûr. Travail, ça les permet de travailler de manière, par ses propres cadres de manière consistante. Mais quel que soit, je le dis et je l'insiste, je persiste là-dessus, quelle que soit la présence des infrastructures, les cadres au niveau local travaillent, n'est-ce pas, de manière, c'est-à-dire en harmonie. J'ai assisté lors d'un séjour récemment à Dabola, la traditionnelle montée des couleurs. Oui. Tous les cadres de la préfecture se retrouvent autour du préfet pour la montée des couleurs. C'est normal. Et il y a, ce n'est même pas en dehors de la salle, des informations qui sont données par chaque responsable qui nécessiteraient les programmes à suivre soit dans la semaine ou en tout cas dans le mois. Chaque cadre, oui, on fait autour du mois là-bas. Autour du mois, chaque cadre, c'est une bonne chose, prend la parole pour effectivement donner ces informations. Donc, à ce que je cherche, quand un projet doit venir dans une localité, certainement, si le préfet n'est pas informé, s'il est du domaine
du représentant du Trésor, il est de son devoir, effectivement, d'informer le préfet. Bon, ça, c'est des choses, c'est des détails. Voilà, c'est des détails qu'on ne va pas... C'est un bel exemple. Et pour finir sur la question, ce que moi je propose est que tous les départements ministériels construisent leurs bureaux préfectoraux. La représentation dans les préfectures. Parce qu'il y a des bâtiments, par exemple, il y a des DPE, les directions préfectorales de l'éducation. Quand tu rentres dans certains bureaux, tu ne peux pas faire 5 minutes, il fait chaud. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de climatiseur. Les gens travaillent dans des conditions difficiles. C'est de ça il s'agit. Quand on construit des infrastructures à l'intérieur du pays, ça permet de maintenir les cadres sur place parce qu'il y a un cadre de vie décent pour le travail de la République. Non, moi, je te soutiens en un seul pas, avec ta permission. C'est-à-dire qu'il est bon que chaque département ait une direction préfectorale où son personnel peut se retrouver en un seul point. Peut-être qu'il peut venir à la préfecture pour assister à la réunion préfectorale. Et pourquoi pas au moins qu'il y ait une direction préfectorale relevant de ce département pour que le personnel soit ensemble, vive ensemble et qu'ils échangent ensemble. Cité. Oui. Pourquoi pas des cités? Non, cité des enseignants, cité des médecins, cité de l'agriculture, cité de l'environnement. On fait ça maintenant en Guinée. Ça au fur et à mesure. C'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Il y a par exemple le quartier au sud de Zérekouré, par exemple. Moi en 98, j'étais de passage, j'étais encore au collège. Il y avait cette cité. Il y a eu rupture depuis après le 3 avril 84 dans le suivi, n'est-ce pas, de certaines choses. C'est ce qu'il faudrait quand même accepter de dénoncer. C'est qu'il y a eu rupture, il y a eu un arrêt, il y a un vide qui a été créé. Un long vide. Parce que ces cités, au moment où on les construisait, et effectivement, c'était par rapport à un certain nombre de fonctionnaires qui représentaient l'État dans leur pays. Mais aujourd'hui, ça a augmenté en fonction des besoins et la restructuration de l'administration. Bien sûr. Donc ça a augmenté. Sauf que les périmètres ou les hectares qui étaient vraiment affectés, qui étaient dans le portefeuille de l'État, partout sur l'ensemble du territoire en République de Guinée, il faut dire que les biens de l'État en termes de foncier ont été bradés par les citoyens. Bradés, agressés. Donc, même. Il y avait des domaines qui étaient là réservés par rapport à l'extension effectivement de ces cités. Et moi je pense que ça va revenir, et quand ça revient, il va falloir quand même casser, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Alors on quitte les nuages, et puis dans la zibessière d'Abakar Junior qui a voulu vraiment provoquer le plateau par rapport à ça, qui a même provoqué, et on va donc revenir. Alors cette fois-ci, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il faut aller à Paris? Est-ce qu'il faut aller de l'autre côté? La Guinée, le nom, la Guinée, les femmes d'abord. Et c'est leur mois. D'accord. C'est le mois de mars. Alors, je le disais, les 11, 12 et 13 avril, il y aura donc ce salon d'investissement immobilier, ainsi de suite. À quoi ressemble ce salon, Madame Fatima? Alors, c'est un salon qui va permettre aux entreprises africaines, là je suis en Guinée aujourd'hui, mais c'est un salon panafricain. Déjà, il est bon de le rappeler, donc tous les pays africains y sont conviés. Et c'est un salon qui va permettre aux entreprises fiables, aux entreprises du secteur de l'immobilier, la construction, les aménageurs fonciers, tout ce qui a trait à la construction, aux infrastructures, tout ce qui a trait à l'investissement, donc les banques et tout type d'institutions bancaires ou de moyens de transfert de fonds. Ça va leur permettre d'exposer auprès de la diaspora africaine à Paris. D'accord. Ok, son objectif c'est peut-être... C'est de permettre aux Africains, donc aux membres de la diaspora, de préparer leur retour au pays ou sinon de doubler leurs revenus en investissant dans leur pays d'origine. D'accord. Alors pourquoi le choix de Paris? Parce qu'il y a une forte diaspora africaine à Paris, déjà, en France. Et Paris, parce qu'on n'est pas très loin des pays limitrophes, voilà, où on a pas mal de communautés africaines qui sont établies depuis nombreuses années et qui ne savent pas comment faire pour retourner au pays. D'accord. Si vous êtes là, c'est pour effectivement préparer ce salon, prévu donc 11, 12, 13 avril prochain. Et déjà aujourd'hui, je crois, nous sommes le 17, le 18. Le 18 mars. Voilà. Donc, alors, ça veut dire que c'est pour très bientôt. Alors, dites-nous, en attendant la question que je vais poser, et puis les autres vont bondir là-dessus, le chroniqueur et le consultant. Alors, dites-nous à quel niveau se situent les prises de contact avec les acteurs concernés? Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà, on est très bien avancé. On a l'État de Côte d'Ivoire, donc représenté par le ministère de la Construction,
du logement et de l'urbanisme, qui viendra avec ses différentes directions, s'adresser à la diaspora ivoirienne. On a le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Ici, je suis arrivée en Guinée et j'ai eu quand même de très belles rencontres, des rencontres aussi prometteuses pour la réussite du salon. Donc l'implication du ministère de l'Habitat, l'implication du ministère des Affaires étrangères et hier également l'implication du Conseil national de la transition. Donc qui adhère, qui encourage ce projet parce que c'est un événement qui vise à rassembler la diaspora pour qu'ils portent un regard particulier sur leur pays d'origine. Je pense que pas mal de Guinéens se sont établis en France et parfois ils ont du mal en fait à retourner au pays parce que d'autres sont nés en France, ils connaissent même pas la Guinée. Voilà, et il n'y a pas que les Guinéens, c'est un problème panafricain, donc il y a beaucoup d'Africains qui sont dans cette situation-là. Aujourd'hui, le CIMEA, c'est une porte d'entrée pour eux de revenir dans leur pays ou sinon d'établir le contact avec des entrepreneurs, des entreprises qui sont fiables, qui ont des projets et des produits adaptés à leurs besoins, avec des facilités de paiement ou des accompagnements qui pourront leur permettre de préparer leur retour au pays. Et tout cela caractérisé par une assurance, parce qu'on le sait quand même qu'il y a pas mal... Et l'assurance, c'est l'État. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce qu'on le sait, il y a beaucoup quand même qui se battent de leurs propres moyens pour pouvoir envoyer de l'argent aux différentes familles afin de les aider à trouver un abri. Mais vous savez, ça se solde toujours par des... Mais je disais tantôt, la famille, ce ne sont pas forcément des architectes. Ils n'ont pas d'expérience. Oui. Donc quand on envoie de l'argent... un membre de la famille et qu'il échoue dans l'exécution de sa mission, il ne faut pas lui en vouloir. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans l'aménagement foncier, la construction, il y a des promotions immobilières qui sont là. Il faut aller directement à la porte du professionnel. C'est beaucoup plus pratique que d'accuser facilement un membre de la famille qui a échoué. D'accord. Alors, Abakar Junior, Mohamed III. Moi, d'abord, c'est depuis quand la structure existe chez vous? Fox Communication. Oui. Sous le nom de Fox Communication, nous avons 6 ans d'ancienneté. Moi, je suis journaliste également en Côte d'Ivoire et je suis animatrice radio, mais je suis experte en communication institutionnelle depuis 11 ans. Pourquoi vous avez choisi le 16e arrondissement qui n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est une vie très chère là-bas? Le 17e. Le 17e, j'allais dire, qui n'est pas aussi facile, surtout pour nous les Africains. Pourquoi pas vers Château-Rouge où vraiment on a une grande agglomération des parce qu'il faut assurer la sécurité de tout le monde. C'est un gros flux. On attend plus de 6000 visiteurs avec toutes les autorités qui seront présentes, avec des panélistes de taille. On ne peut pas se permettre de mettre un événement d'aussi grande portée dans un petit quartier où on n'aura pas la facilité de parquer des véhicules ou sinon de garantir la sécurité des autorités invitées. Donc le choix de l'hôtel Hyatt, qui est un 5 étoiles, vous le savez, qui nous coûte extrêmement cher pour l'organisation, est un choix, on va dire, stratégique pour faciliter l'accès aux autorités. Vous me parlez de l'hôtel Hyatt, qui coûte extrêmement cher. Oui. Et nous sommes au cœur de Paris, là. Et vos sources de financement, ça vient d'où? Ça vient de par la contribution des exposants qui vont acheter un stand, qui vont se déplacer. Le but de ce salon, pour moi particulièrement, il faut savoir que je suis métisse. Je suis très panafricaine. Pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne et c'est le plus important. Déjà, dans cette édition, on communique énormément sur les plateaux télé, que ce soit ici en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Maroc. On fait pas mal de communication. On a un plan de campagne assez structuré. On a fait des affichages dans la ville d'Abidjan. On en a fait à Paris, donc avec des affiches A2 devant les boutiques africaines, justement parce que c'est là que notre diaspora va faire ses emplettes. On a des distributions de flyers qui se font depuis vendredi dernier selon le plan de campagne et on va multiplier les audiences télé, radio sur TV5 Monde, Africa Radio et autres médias. Et je finis rapidement là. L'événement, c'est
La Guinée, ça se passe en France. La Guinée est le pays invité d'honneur. Le pays invité d'honneur. Invité d'honneur. C'est bien précisé maintenant. Est-ce que ça. vous pouvez me dire aujourd'hui, votre structure occupe combien de pays africains, si tel est le cas, si vous avez déjà commencé à mettre la main sur un certain nombre de pays africains, lesquels par exemple? On a invité 10 pays africains. Ok. De l'Afrique de l'Ouest francophone, notamment le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, le Cameroun. On a invité également le Maroc. Donc on a pas mal d'entreprises qui seront représentées. Par contre, on a un grand pavillon guinéen, étant donné que la Guinée est le pays invité d'honneur. Et la dernière question de mon côté pour le moment, c'est la première édition d'une telle structure chez vous? Non, pas du tout. Il faut savoir que nous, on organise pas mal d'événements professionnels. Je dis bien professionnels parce que l'événementiel, c'est assez vaste. Donc, nous, Fox Communication ne fait pas l'organisation de tout ce qui est mariage ou événements festifs. On est plus dans le professionnel, donc les conventions, les salons, les séminaires professionnels. Et puis voilà, donc on n'est pas à la première édition de ce salon. Donc, alors la 40e édition? Sur la 7e. Ok. Précédemment, on a réalisé 6 éditions en co-organisation avec un partenaire malien, mais c'était un salon qui était plus pour le Mali que pour les autres pays. Vous êtes journaliste de profession et de pratiquant également. Est-ce que vous associez un certain nombre de journalistes africains à l'événement, malgré que vous soyez siégé au niveau de l'Occident? Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? La communication, elle continue. Merci. J'ai associé déjà Ismaël. Ah, d'accord. Ah, je voulais être informé. Merci beaucoup. D'accord. Ça se comprend un peu, mais vous venez de le dire, 7e édition. 7e édition. Oui. Alors, l'enfant grandit là. Pourquoi tout ce temps, la Guinée n'avait pas été associée? Écoutez, il faut bien préparer les choses. D'abord, les 6 premières éditions, c'était plus un salon qui était porté sur le Mali. Donc, on n'avait pas, on va dire, étendu nos tentacules en Afrique de l'Ouest. On n'était que centré sur le Mali. Et là, aujourd'hui, on s'est senti prêt depuis 2 ans à préparer le CIMEA, où on devait inviter 10 pays africains. Fox Communication a une autre maturité maintenant dans le domaine de l'organisation de ce salon. L'enfant au collège, là. Parlons de vision. Alors, il n'a pas encore parlé, le chroniqueur de tous les temps de ce plateau, Abakar Junior. Ouais. On vient d'écouter Madame Fatima. Le sujet est très intéressant. Oui. Là, il faut le reconnaître. Alors, vous avez été reçu par les autorités en tant que pays invité d'honneur. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une lecture sur les opportunités que la Guinée présente dans le domaine de l'immobilier? Et quelle est votre assurance et qu'est-ce que la Guinée va gagner en retour après être invité d'honneur de ce salon? Après, faut dire que ça fait seulement, on va dire, 8 jours que je suis en Guinée. Depuis dimanche dernier. D'ailleurs, je repars très bientôt. J'ai pu constater que la Guinée a du potentiel. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la Guinée ne peut pas se développer seule, sans l'appui de la diaspora. Parce que la diaspora représentera un gros comblement financier, économique dans l'inclusion financière de la Guinée. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont établis à l'étranger, d'accord, qui ont des comptes fournis, qui ont des projets, mais qui ne savent pas comment s'introduire. Ils ne vont pas laisser leurs habitudes, leurs activités, leurs habitudes en Europe pour venir simplement parce qu'ils ont envie d'investir. Non. Donc aujourd'hui, avec le salon, ça sera beaucoup plus facile pour eux de savoir vers qui se tourner, comment est-ce qu'ils peuvent collaborer, tisser des partenariats, investir et être toujours en train de faire ce qu'ils ont à faire en Europe. Est-ce que vous avez quand même appris le langage de communication sur les opportunités d'investissement en Guinée? Parce que vous n'êtes pas quand même sans savoir que depuis l'avènement du CNRD, la création d'une entreprise en Guinée ne dépasse pas les 24 heures. 24 heures, tu as déjà ton entreprise. Alors, et tous les secteurs d'investissement. Mais attention, nous on parle d'immobilier, on ne parle pas de création d'entreprise. Donc il faut recadrer le sujet. On est en train de parler d'immobilier, investissement immobilier. Mais donc, vous parlez d'entreprises qui sont professionnelles. On ne peut pas opérer. Les entreprises professionnelles. Oui, justement, on ne peut pas opérer dans un pays, n'est-ce pas, quand tu ne passes pas par une entreprise, selon votre version. Non. Je pense que là, vous n'avez pas compris. Au fait, c'était la question de savoir, c'est-à-dire aujourd'hui,
Fox Communication, les spécificités de Fox Communication, ce n'est pas les événementiels, et ainsi de suite, c'est-à-dire les cérémonies, les mariages, les spectacles, mais ils font ce qu'on appelle une communication professionnelle. C'est-à-dire à travers les ateliers et les salons, comme elle est en train de J'ai entendu dire que des gens qui amenaient l'argent à leurs parents pour construire, d'accord, peuvent ne pas pouvoir construire, peuvent enregistrer des échecs parce que le gars n'est pas professionnel, n'est-ce pas, dans la réalisation de l'immobilier. Effectivement. Et il faut passer par une entreprise tout à fait crédible et capable de le faire. Voilà. C'est ce que je dis. Les entreprises là sont en Guinée ou ailleurs. Les entreprises sont établies en Guinée. Ce sont les entreprises guinéennes qui proposent leurs prestations et produits et services à la diaspora. D'accord. C'est-à-dire, avant, on se souvient... C'est une manière de vendre, effectivement, ou de faire découvrir l'existence, n'est-ce pas, de ces entreprises immobilières qui existent ici, pour permettre à la diaspora de voir par quelle entreprise vraiment il faut s'orienter. Il faut savoir que parallèlement, l'avantage que ces entreprises auront sur place une fois à Paris, en dehors même d'établir des ventes directes avec la diaspora, c'est aussi peut-être de trouver des investisseurs, leur présenter leurs projets. Et peut-être pour mieux appuyer avec elle. On a compris ici un moment où les gens envoyaient de l'argent à leur famille. Ces familles-là détournaient l'argent. Ils faisaient la photo d'un certain nombre de bâtiments. Ils envoyaient pour faire comprendre aux ressortissants. Des voisins. Et aller envoyer ça aux ressortissants là-bas que voilà ta maison qui avance à grands pas. Voilà. Le gars vient, il a tout sauf cette maison. Alors avec la présence de leur structure et une entreprise sur place, c'est-à-dire l'argent est versé au niveau de la structure traite avec l'entreprise. Ah non, attention. L'argent ne transite pas par ma structure. Okay. L'argent va directement de bout à bout. C'est-à-dire, la diaspora va payer directement à l'entreprise. L'entreprise exécute les travaux. Exactement. Qui garantit alors c'est soit ces entreprises... C'est l'État? Non, alors, c'est soit ces entreprises... C'est une question importante. Le gars donne son argent à une entreprise de construction. L'entreprise est en train de construire, mais l'entreprise a besoin d'être surveillée pour que le monsieur soit au courant comment évolue son chantier. Parce que l'argent investi, il l'a cherché dur. Tout le monde connaît comment ça vit en Occident là-bas. Mais c'est pour ça que le choix des entreprises se fait ici. On les a filtrées. Et c'est pour ça que le ministère de l'Habitat est derrière ce projet. Donc le ministère de l'Habitat vient valider la présence des structures qui sont qui exposeront à Paris. Et pour nous, ce sont des entreprises sérieuses. On ne prend pas des entreprises qui n'ont pas un passé positif. Une bonne adresse avec le département de tutelle. Voilà, le secteur est très bien organisé. Non, j'ai compris. Voilà, moi, je ne sais pas si vous êtes rentré également en contact avec la fédération des promoteurs immobiliers de Guinée. Il y a une fédération aujourd'hui qui existe. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous attendez, n'est-ce pas, de cette fédération déjà, qui n'est autre qu'un cocktail de promoteurs immobiliers? Vous savez, avant de m'introduire en Guinée, j'ai dû faire quelques recherches. Et il fallait qu'on coordonne en fait mes rencontres avec les autorités pour ne pas que j'aie à venir prospecter, étant donné que le temps imparti n'est pas assez conséquent. Donc je suis passée évidemment par la FENACOPIG, qui est une fédération très très dynamique, qui a pu rassembler, j'ai envie de dire, les meilleurs de l'immobilier guinéen. Donc, je ne sais pas si je suis autorisée à citer des noms, si ça fera de la pub ou pas. Bon, fédération déjà. Voilà. C'est bon là. Non, elle connaît déjà ce que c'est que la communication. Exactement. Elle connaît la moitié. Elle connaît. C'est pourquoi on parle de fédération. C'est ça. Et donc, on a donc filtré la plupart des entreprises. Et ce sont des entreprises de taille qui ont des projets immobiliers dédiés à la diaspora, avec des facilités en fait, parce que le but pour moi c'est ça, c'est pas d'envoyer des entreprises pour les envoyer. Il faut que la diaspora se retrouve, il faut que la diaspora ait un intérêt à investir avec ces entreprises-là. Donc le but c'est d'avoir des facilités de paiement, des sites qui sont livrés avec toute la documentation. Je ne sais pas trop les titres fonciers ici, ça met combien d'années, mais le ministère pourra clarifier ces zones d'ombre le jour de l'événement en tenant par exemple un panel. Votre rencontre avec les autorités guinéennes et peut-être les professionnels à la matière, est-ce que vous pouvez me dire comment l'accueil était? Chaleureux, on est en Afrique là.
on est en Afrique, c'était chaleureux, c'était assez intéressant. Il faut dire que l'idée est bonne, l'idée plaît. Et la Guinée est fière d'être invitée d'honneur à ce salon. Pourquoi le choix de la Guinée à beaucoup de pays africains? Bonne question. J'ai 7 employés guinéens dans mon agence, sur un effectif de 25. Donc comprenez que j'ai toujours eu un pied en Guinée. Et je profite pour saluer Hassan Diallo, c'est mon chauffeur personnel et c'est lui qui m'a motivé à venir en Guinée. D'accord. Voilà. On va vous garder, Madame Fatima Fakri, et puis on va parler un peu enseignement, on va parler pédagogie sur ce plateau avec notre invité, M. Ba Gabiri, qui est donc le DG par intérim d'un service important. Je vais parler donc du service national de la formation continue du personnel enseignant. Il est donc à la tête de cette direction depuis quelques temps déjà. Donc on aurait souhaité quand même comprendre qu'est-ce qui s'est passé en tant qu'intérimaire, qu'est-ce qui a été réalisé comme activité. Merci. Et tout d'abord, votre commentaire par rapport à ce projet qui amène Madame sur ce plateau. Oui, je trouve que c'est un très bon projet et qu'il faut vraiment encourager et soutenir. Merci. Et comme déjà la Guinée est invitée d'honneur et nous sommes en période de transition, en période de refondation, et je crois que ça, les autorités aujourd'hui, ils vont bien accompagner votre projet parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre de repositionnement de la Guinée sur la scène internationale. Et avant de commencer, avant de parler de nos activités, permettez-moi de rebondir un peu sur la construction sur l'inexistence des édifices publics à l'intérieur du pays, comme il a si bien souligné. Je ne connais pas pour les autres ministères, mais le ministère de l'Éducation, le ministère de l'enseignement préuniversitaire est bien représenté au niveau de toutes les préfectures. Nous avons des bâtiments, des DPE qui existent et qui sont équipés. Ça, vous pouvez aller le constater. C'est le ministère le mieux représenté d'ailleurs sur l'étendue du territoire national parce que nous avons même les DSE. Nous sommes représentés jusqu'au niveau des sous-préfectures. Il y a une administration scolaire au niveau des sous-préfectures. Certes, au niveau des sous-préfectures, nous avons des difficultés parce que la plupart des DSE sont en location. sont au niveau du bâtiment de la sous-préfecture. Voilà, ils n'ont pas un bâtiment dédié spécialement au DSE. Donc, et par rapport à la construction, par rapport au projet dans les sous-préfectures, nous nous associons les préfets, les gouverneurs, même nos ateliers que nous organisons, les ateliers de formation, nous impliquons les gouverneurs, les autorités au niveau des préfectures et au niveau régional, nous les associons. Ils sont très bien informés parce que même la construction des écoles du primaire sont déjà aujourd'hui au niveau de l'ANAFIC. C'est-à-dire nous avons fait un transfert au niveau de l'ANAFIC. C'est eux qui sont responsables de la construction de ces écoles-là dans les différentes préfectures. Donc, et c'est vrai, l'État n'existe pas par endroit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le gouvernement aujourd'hui a initié une immersion à l'intérieur du pays où tous les ministres viennent pour voir les réalités, c'est-à-dire les réalités du terrain, les actions entreprises et faire un état des lieux pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire, écouter la population à la base. Je pense que ça, c'est une très bonne chose, malgré que les personnes de mauvaise volonté sont en train de dire que le gouvernement est en train de faire des campagnes à l'intérieur du pays. Bon, mais je pense que c'est de bonnes guerres parce que aujourd'hui, et quand un ministre se déplace pour aller à l'intérieur du pays, voir les réalités, ce que la population vit, est-ce que l'administration existe ou pas, je pense que ça peut les permettre à prendre une bonne décision. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Vous avez parlé des domaines qui sont réservés pour la construction des bâtiments et qui sont déjà occupés par des particuliers. Et c'est pourquoi moi je salue l'effort du ministère de l'Habitat qui est en train aujourd'hui de faire la récupération. Ça fait partie spoliés de l'État. Ça fait partie même des priorités du CNRD aujourd'hui, récupérer les domaines spoliés de l'État. Et aujourd'hui, je pense que c'est
il y a un bon résultat à ce niveau. Et c'est pourquoi ils sont en train vraiment de restaurer l'autorité de l'État. Parce que si l'État même n'a pas un bâtiment administratif dans un endroit, ça veut dire que l'État est absent. Donc il n'y a pas une autorité. Donc si on parvient à récupérer ces domaines-là, malgré que ça fait beaucoup de bruit, mais je pense que c'est une très bonne chose et c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer et encourager. Alors, je reviens sur nos activités. Comme vous l'avez dit, le service national de la formation continue, c'est un service à rang direction de l'administration centrale qui est directement rattaché au ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qui a pour vocation identification, planification, formation, suivi, évaluation des programmes de formation des enseignants. Et depuis janvier 2025, je suis intérimaire parce que mon directeur général a fait valoir ses droits à la retraite. Donc j'étais le DGA et naturellement je vis en tant qu'aujourd'hui, c'est moi qui dirige ce service qui est hautement stratégique pour le département de l'éducation. Donc nous avons pratiquement deux grands programmes que nous sommes en train de développer dans ce service. Vous avez le programme IFADEM, Initiative de la francophonie pour la formation à distance des maîtres, parce que nous avons constaté que quand vous prenez les épidémies, la pandémie Covid-19 qui a impacté sérieusement le fonctionnement de l'école. Et donc on a imaginé qu'il fallait vraiment, dans le programme aussi du gouvernement, de digitaliser toute l'administration de la Guinée, notamment aussi le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc nous avons pensé utile de chercher à faire la formation à distance. Et c'est pourquoi nous avons collaboré avec l'Institut français, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Nous avons un contrat avec eux à travers le programme IFADEM, où on est en train de déployer le dispositif de formation à distance. Donc c'est une co-construction. Donc nous avons formé 40 cadres en ingénierie de la formation et autistes. Donc ils viennent d'être certifiés. Et donc moi-même je fais partie de ces 40 cadres-là. Donc il faut d'abord mettre le dispositif sur place. On est en train aujourd'hui de déployer le dispositif, la plateforme de formation à distance, où nous avons formé les technopédagogues qui sont responsables de la mise en ligne, c'est-à-dire de scénariser les modules que nous avons conçus à travers les concepteurs, d'accord, et c'est eux, les technopédagogues sont responsables de la mise en ligne de ces modules-là. Donc on a identifié des concepteurs qui ont travaillé sur 11 livrets, 3 livrets sur la formation des directeurs d'école, parce que naturellement les directeurs d'école sont plus proches des enseignants. Donc si eux ils sont bien formés, ils connaissent leurs responsabilités, il va de soi qu'ils peuvent bien encadrer les enseignants. Donc dans le dispositif, on a prévu de former aussi les tuteurs, parce que quand on conçoit les livrets sont embarqués dans la plateforme de formation à distance. Nous avons mis à disposition des tablettes au niveau non seulement des directeurs d'école, mais aussi au niveau des enseignants. Donc ces modules-là seront embarqués dans ces tablettes-là et les enseignants vont faire et les directeurs vont faire une auto-formation. Ils seront naturellement encadrés par des tuteurs qui ont été identifiés au niveau préfectoral et le tout sera supervisé par des superviseurs qui sont au niveau régional. Donc on a prévu de former ces tuteurs et ces superviseurs qui sont au nombre de 214. Mais aussi, il est prévu de former 2000 directeurs d'école. Déjà, les modules sont disponibles. Ils ont été validés par une expertise internationale, conçus par nos concepteurs qui sont au niveau national, mais aussi validés par l'expertise internationale. Donc, ça, c'est les 2000. Donc, d'ici décembre 2025, nous allons former 10 000 enseignants. Ça, c'est une première vague qu'on va former. Après, nous allons aussi continuer parce que la formation à distance nous permet non seulement d'économiser en termes d'argent, parce que si vous formez les enseignants en présentiel, vous êtes obligé
de payer le transport, vous êtes obligé de les nourrir et de payer leur hébergement s'ils viennent d'une autre préfecture. Alors que, et ensuite, vous allez les débaucher de leur poste. Donc, la formation à distance, ils vont faire la formation sur place. Ils ont des tablettes et ils ont aussi des modules qu'on va imprimer en version physique, qu'on va mettre à des dispositions. Donc, ils vont se former sans pour autant quitter leur poste. Donc, ça, c'est l'avantage. Et l'autre projet, c'est le programme Apprendre avec l'Agence universitaire de la francophonie. Le programme Apprendre, c'est appui à la professionnalisation de la pratique enseignante et le développement des ressources. Nous avons à ce niveau, on a vu que la plupart de notre enseignement, elle est théorique. Donc c'est pourquoi nous avons pensé à former les enseignants. D'abord, on a formé des formateurs au nombre de 80 sur la fabrication du matériel didactique en français et sciences et mathématiques. Donc ces formateurs-là déjà sont formés et nous sommes en train sur la fabrication des matériels, parce que quand vous parlez de mathématiques, vous parlez de cubes, quand l'enseignant est capable de fabriquer le cube à travers des matériels de récupération, donc il montre ça à l'enfant, ça ne coûte pas de l'argent. Donc il montre ça à l'enfant, l'enfant sait que voici, c'est ça le cube. Donc quand il va voir ça ailleurs, il comprendra que c'est le cube. Que si tu lui disais, bon, c'est le cube de façon théorique, ça va être difficile pour lui de comprendre. Donc, et donc, nous sommes en train de planifier aussi la formation de près de 3000 enseignants de l'élémentaire sur la fabrication de matériel. Ça, c'est les perspectives, ça fait partie de notre plan d'action 2025. Les perspectives. Ce ne sont pas des perspectives, mais ce sont des projets en cours. Des projets en cours. Voilà, ce sont des projets qui ont déjà démarré. Voilà, c'est des projets qui ont déjà démarré. Nous avons formé les formateurs qui vont à leur tour former ces enseignants-là sur la fabrication du matériel didactique et qui vont utiliser pour notamment faire comprendre les enfants les notions, voilà, comme support pour faire comprendre aux enfants les notions qui sont beaucoup abstraites. Et l'autre chose, on s'est inscrit aussi dans la vision du Simandou 2040 aujourd'hui, où on a développé à travers l'accompagnement de la GIZ, donc voilà, donc on a développé une approche qu'on appelle la préparation à la vie professionnelle, où vous savez, généralement les métiers sont relégués au second plan dans notre pays. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves veulent aller faire la science dans les universités, même si après ils vont rester au chômage. Voilà, même si après ils ne trouvent pas de l'emploi. Donc c'est pourquoi on a développé cette approche-là pour préparer les enfants dès l'école primaire, dès le primaire, pour les expliquer, amener les professionnels à l'école, les expliquer leur métier, et comme ça les enfants peuvent s'identifier à ces personnes-là au cas où ils n'ont pas la chance de continuer les études. Ils peuvent s'identifier à ces enfants-là, à ces personnes-là, pour dire, bon, lui c'est un mécanicien et voici, aujourd'hui il gagne sa vie, et quand il explique comment il gagne sa vie, peut-être qu'il peut, quand il n'a pas la chance d'aller au lycée, il peut s'orienter vers la mécanique ou s'il n'a pas le bac, ainsi de suite. Donc, moi, vous avez dit une partie très intéressante. Ouais. Il s'agit de la fabrication des matériels didactiques. Ouais. Vous avez parlé. Vous pensez mécaniquement faire ça manuellement, je veux dire, ou bien vous comptez industrialiser à long terme? Parce que si on n'a pas pu faire une règle en Guinée depuis combien d'années, on ne peut pas faire du cahier, on ne peut pas faire les compas, on ne peut pas faire le crayon. On en faisait. Patrice Lumumba était là pour... Est-ce que le programme... Toutes les sous-régions d'ailleurs. Je dis... On ravitaillait quand même. Mais écoutez... Nous sommes dans la refondation. On vous met à l'école, là. Nous sommes dans la refondation. On est en train de réactiver. Junior, on vous met à l'école. Souffrez d'écouter. Il faut accepter parce que l'imprimerie Patrice Lumumba... Ne permettez jamais de finir mes idées. J'en finis. L'imprimerie Patrice Lumumba existait et ravitaillait toute la sous-région en matériel. S'inspirer, permettez-moi, s'inspirer du passé pour construire l'avenir. C'est le général qui l'a dit, c'est pas moi. Je pose la question de savoir. Aujourd'hui, est-ce que le ministère a un programme de relancer
au moins ces unités industrielles qui fabriquaient des matériels didactiques. C'est ma question. Ça relève pas de lui. Mais vous fabriquez les matériels manuellement. Écoutez, ça ne relève pas du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Nous, par exemple, un enseignant, il veut enseigner, par exemple, à l'école primaire, le fonctionnement, par exemple, l'appareil respiratoire. Comment les poumons fonctionnent. Donc, nous, on amène les enseignants, au lieu de dessiner le croquis seulement au tableau et expliquer ça de façon théorique, on les amène à utiliser les matériels de récupération pour montrer le fonctionnement des poumons. On met les 2 poumons et puis dans une bouteille, et puis on montre l'inspiration et l'expiration. La matière première de ça, c'est quoi? Nous avons déjà fabriqué. Les matières de récupération. Et prochainement je viendrai avec ces matériels que nous avons fabriqués. Quand vous parlez de plastique balance, oui, bien sûr, ça coûte pas. Quand vous parlez d'industrialiser, ça coûte de l'argent. Alors que l'enseignant, par exemple, pour fabriquer un cube, il a juste besoin de quelques papiers RAM. Oui. Pour lui-même, il sera capable de fabriquer et montrer à l'enfant, voici, c'est ça le cube. Mais ça, c'est pas nouveau. Nous, on comptait les bâtonnets pour faire des calculs. Voilà, donc tout ça là, ça fait partie des matériels didactiques qu'on peut fabriquer à travers les matériels de récupération. Donc, et aussi, quand vous parlez, par exemple, quand vous voulez apprendre l'enfant à lire l'heure avec le pendule, donc on les a appris comment est-ce qu'il faut fabriquer le pendule et montrer aux enfants pour qu'ils puissent lire l'heure. Donc, c'est ça, ce n'est pas une affaire d'industrialiser, et ça ne relève pas de nous. Et même si... Ce sont les activités pédagogiques. Et voilà, et même s'il faut le faire, ça c'est des choses qui... Non, ça c'est l'historien, ça relève de qui et qui faisait et pourquoi ça a été fermé. Non, mais il y avait le ministère des petites et moyennes entreprises. Et là, c'est son boulot, c'est les PME. On dit ministère des petites et moyennes entreprises. Le ministère du commerce. Non, commerce d'abord. Mais il faut fabriquer pour commercialiser. Tout à fait. C'est pourquoi je me situe sur le côté commerce. Mais le ministère des petites et moyennes entreprises, qui peut travailler en collaboration avec le département en charge de l'enseignement préuniversitaire. Donc ça veut dire même une règle, on n'importe. Même une règle. Oui. Mais écoute, la Première République est partie avec 137 unités industrielles qui existaient en Guinée. La sucrerie de Koba ravitaillait toute la sous-région. Pour une thématique. La sucrerie de Koba ravitaillait toute la sous-région. L'imprimerie Patrice Lumumba, en cahier, en couverture, en calendrier, tout, la sous-région africaine, c'est l'imprimerie Patrice Lumumba. On va donc inviter une autre fois. On va inviter une autre fois. Ça, c'est notre débat. Il y a des doyens, peut-être sur le plateau pour en parler. Mais pour le moment, on a besoin de savoir quelles sont les activités aujourd'hui que votre service porte, depuis que vous êtes à la tête, et également les perspectives. Je parlais de l'approche par compétences. Nous avons formé les formateurs et nous avons formé plus de 200 enseignants sur l'approche qui sont aujourd'hui répartis au niveau des 3 régions, Mamou, Kindia et Conakry. Ils sont en train d'expérimenter, et quand nous allons voir l'impact que cela va donner, nous allons chercher maintenant à élargir à l'échelle. Donc j'avoue que c'est une approche qui commence vraiment à faire ses fruits, parce que ça motive les enfants. Imaginez, quand c'est un médecin, par exemple, vous l'amenez en classe, il va expliquer sa profession, et ça peut pousser les enfants à dire, bon, moi aussi, quand je vais finir les études, ou même si je n'ai pas la chance de finir, mais je compte quand même faire ce métier-là à l'avenir. Donc c'est une façon de motiver les enfants et de les encourager vraiment à aller aussi vers les métiers. Parce qu'avec Simandou 2040, tout le monde peut avoir de l'emploi. Le maçon peut avoir de l'emploi, le menuisier, le studio, et ainsi de suite. Parce qu'il y a la construction. Quand on parle de construction, aujourd'hui, on a besoin vraiment de former techniquement nos enfants, parce que si c'est la science, il va de soi que la plupart des formations, ils n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a une inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Donc c'est pourquoi nous avons pensé à l'approche là, parce que c'est nous qui devons préparer l'avenir des enfants de demain. Donc c'est pourquoi il faut, dès la base, les préparer à ça, pour que des bas âges qui puissent savoir, voici le métier sur lequel je vais m'orienter pour trouver un emploi décent. Tout ça, c'est bien beau. Vous avez pas mal cité d'activités depuis que vous êtes là, déjà comme intérimaire, parce que l'administration, c'est la continuité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait quand même, à un moment donné aussi, se limiter, se focaliser, n'est-ce pas, sur ce qui est en train de se passer. Vous projetez, effectivement, forcément dans le temps, pour ne pas donc éviter le mot perspective. Aujourd'hui, quelles sont effectivement vos perspectives et qui corroborent avec les difficultés, en termes de solutions de difficultés que vraiment que les enseignants traversent dans leur pratique de tous les jours?
Oui, je vous ai parlé du dispositif de formation à continu. Aujourd'hui, nous sommes en train, la projection, c'est d'abord de rénover les centres de formation continue au niveau régional et les équiper pour qu'ils puissent fonctionner. Parce qu'à travers ces centres de formation continue, nous pouvons faire des animations et des formations à distance parce qu'ils seront équipés. Et ça peut nous permettre, ça peut nous servir de relais pour la formation au niveau. Donc ces centres-là, aujourd'hui, nous avons l'accompagnement du gouvernement. La rénovation est à 90%. Et comme le président a dit, au lieu de poser une première pierre, il faut d'abord achever les sentiers que vous avez commencés. Donc aujourd'hui, je crois que ça fait partie même de la priorité du ministre Jean-Paul Seydi pour achever la rénovation de ces centres de formation continue avant de poser encore, parce que la vision, c'est d'avoir un centre de formation continue dans chaque région administrative. Donc pour l'instant, c'est dans 4 régions, à savoir Labé, Kindia, Zérékoré et Kankan. C'est dans ces zones-là où nous avons ces centres de formation continue. Donc la vision, c'est d'avoir les 8 centres au niveau de 8 régions administratives. Donc ça va nous permettre vraiment de faire des animations à ce niveau et développer vraiment la formation à distance. Et l'autre chose, nous sommes en train aussi de travailler sur le dispositif de la formation continue d'une manière globale. Donc, nous avons déjà une politique qui est là et on est en train de travailler pour que ce dispositif qui existe déjà soit opérationnel. Donc, nous avons lancé le recrutement d'un consultant qui va nous aider à rédiger naturellement pour le fonctionnement du guide du dispositif de formation continue. Autre pilier de la formation, c'est la digitalisation, l'informatique. Mais le constat révèle qu'il y a des enseignants qui ont fait près de 40 ans de service, mais ils ne connaissent pas encore manipuler l'ordinateur. Est-ce qu'il y a un projet de formation en B à bas de l'informatique? Oui, dans la politique de formation continue, justement, il y a la formation avec le numérique et sur le numérique, d'accord? Et aujourd'hui, nous avons l'accompagnement de nos partenaires, une ONG américaine, une ONG française, l'ONG EDA, qui nous accompagne. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter le centre. Vous savez, il existait des centres informatiques présidentiels pendant le régime dessus, d'accord? Donc, ces centres-là étaient là, c'était purement politique. Donc, on a mis ces centres, mais ces centres-là ne fonctionnaient pas du tout. Donc, nous, on est, avec la coopération de cette ONG, on a identifié déjà le lycée d'Onka, où ils ont équipé où ils ont transformé ces centres-là pour permettre vraiment aux enseignants d'enseigner avec le numérique. Et aujourd'hui, nous avons formé 12 enseignants pour un premier temps. Ils ont été certifiés et ils sont en train de mettre ça en œuvre. Et quand la mission vient de rentrer, et on a travaillé avec la mission pour voir, pour auditer les autres centres qui existent à Conakry, pour voir comment est-ce qu'on va élargir aussi, on va faire l'extension. Donc aujourd'hui, il y a déjà un acquis au niveau du lycée. Donc c'est le lieu pour moi de remercier cette ONG, mais aussi l'inspecteur régional, M. Kiapato, qui a mis vraiment les bouchées doubles pour que ce projet-là puisse réussir dans sa juridiction. Très bien. Moi, je vais repartir sur une ancienne information et voir qu'est-ce qui est fait dans ce cadre. Il s'agit bien sûr de votre diagnostic, les résultats de votre diagnostic, où vous avez quand même essayé de catégoriser, n'est-ce pas, les enseignants en termes de besoins de formation. Il y a, sauf que les résultats ont révélé à un moment qu'il y avait des enseignants non formables. Alors aujourd'hui, quelle est leur situation? Je sais quand même que nous ne sommes pas en train de parler de ça, mais est-ce que, parce qu'un pédagogue ne se fatigue jamais, il se dote toujours, n'est-ce pas, des moyens possibles pour faire comprendre mais le moins intelligent de la classe. Oui, bon, quand vous dites les enseignants non formables, tout le monde est formable, hein? Voilà, donc pour moi, il n'y a pas un enseignant non formable, il y a un enseignant qui a un niveau faible, d'accord? Voilà, donc il y a un enseignant qui peut avoir un niveau faible, mais naturellement, on peut le soumettre à une formation. Et nous, c'est notre rôle, d'ailleurs, c'est d'identifier les besoins. Et il
il y a des besoins, il y a un besoin collectif, il y a des besoins individuels. Donc, on regarde sur le tas les personnes qui ont des besoins spécifiques et nous intervenons pour les permettre d'occuper. C'est aussi ça. Il faut les mettre dans des endroits où ils peuvent en tout cas servir. Donc c'est ça. Mais on ne peut pas les mettre dehors parce qu'ils n'ont pas de niveau, parce que déjà on est obligé de faire avec. Donc nous, notre rôle, notre responsabilité, c'est de les aider à avoir le minimum, le b.a.-ba pour pouvoir enseigner. C'est pourquoi d'ailleurs on a même prévu aussi de former l'ensemble des nouveaux enseignants qui ont été recrutés par la fonction publique. Il y a des enseignants au nombre de 10 000 et quelques au niveau local, et aussi 2 000 et quelques qui ont été recrutés au niveau national, qui ont été déployés tout dernièrement dans les différentes préfectures. Donc il y a un programme de formation de ces enseignants-là, parce que ce n'est pas eux tous qui ont fait des écoles initiales de formation professionnelle. Donc parmi eux, il y a des sortants des ENI, il y a des sortants de l'ISEC qui sont des institutions en charge de formation initiale des enseignants, mais la plupart de ces enseignants-là sont sortis des autres universités. Parfois, certains n'ont jamais enseigné, mais ils ont réussi à avoir le concours d'accès à la fonction publique. Donc, ceci, on a déjà prévu de faire une formation pour l'ensemble de ces enseignants-là, pour les outiller en technique pédagogique et didactique, pour les permettre vraiment de bien donner dans les classes. Alors, cette autre question, ça n'a rien à voir avec les perspectives, mais également, ça n'a rien à voir avec ce qui est déjà fait. Mais en tant que journaliste, nous observons de loin tout ce qui se passe autour de nous, de Conakry à Yukunkun, et pourquoi pas de Conakry à Zo. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Nous, depuis un certain temps, on voit quand même des images qui défilent sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas même dans nos éditions d'information. On vous voit quand même en tout cas, parmi une marée humaine, et effectivement, de soutien des actions du président de la République. Alors, vous sortez de la classe, vous vous retrouvez là. Et comment cela puisse être possible? Moi, je pense question surprise. Moi, je pense que c'est... Oui, c'est une bonne question. Oui. Aujourd'hui, tous les Guinéens soutiennent le président de la République. Parce que vous avez vu les actions qu'il est en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, la construction des routes, c'est une réalité dans les quartiers. Vous partez dans les quartiers, vous pouvez ne même pas emprunter la route nationale, et puis vous pouvez accéder facilement. Donc ça, ce sont des avancées. Et en 3 ans, nous avons vu la construction de ces routes-là à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc je pense que ça, c'est une très bonne chose. D'accord? Aujourd'hui, on parle de refondation, et la refondation, c'est une réalité. Il y a un investissement au niveau de l'éducation. Nous, on est témoins parce que depuis 2022, on a formé plus de 40 000 enseignants. Et c'est la première fois que l'État, le gouvernement, met la main dans la poche pour former les enseignants. Avec le financement, plus souvent... Parce que tout relevait des partenaires. Voilà, tout relevé, ce sont les partenaires. Comme pour dire que c'est les partenaires seulement qui pensent à la qualité de l'éducation chez nous. Parce que quand on parle de qualité de l'éducation, on parle forcément de la qualité de l'enseignant. Et le gouvernement a mis les moyens à notre disposition pour former l'ensemble des enseignants en République de Guinée. Le programme Simandou 2040, ça c'est une réalité. Moi, c'est ici j'ai appris le programme Simandou, c'était lors d'une émission. Et un de vos invités a débattu. Après, vous me posez la question. Depuis ça, j'ai commencé à m'intéresser sur ce programme-là. J'ai vu que vraiment, c'est un programme qui va contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Et c'est une réalité. Regardez la construction des ponts, la construction des voies ferrées. Et du port de Morbaya, de Forêt-Caria. Donc, partout où ce corridor-là, ça va créer un développement de ces localités-là. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que, et d'ailleurs, tout dernièrement, moi, en tant que responsable de la formation des enseignants, de ne pas besoin de créer un mouvement de soutien. Il suffit juste de faire exactement ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire qualifier bien les enseignants, parce que quand un enseignant est bien formé, il est qualifié, il va de soi qu'il va faire une bonne formation de ses élèves. Et quand les élèves sont satisfaits de la prestation de l'enseignant, les parents aussi seront satisfaits du résultat que leur enfant apporte. Donc ça veut dire quoi? Que si moi je réussis à faire bien mon travail,
c'est l'ensemble des enseignants qui vont adhérer à la vision du président de la République. C'est le président qui m'a mis là et qui m'a confié une mission. Donc c'est pour vous dire que chacun de nous, il suffit d'avoir un résultat et qu'il y ait un impact direct sur la population pour que tout le monde puisse adhérer aujourd'hui à la vision du président. La récupération des domaines spoliés de l'État, c'est une réalité. Aujourd'hui, je prends un exemple. La plupart des hauts cadres qui habitaient dans des bâtiments administratifs, parce que là, la location, elle est moins chère. Et d'ailleurs, même sur le bulletin de salaire, c'est à l'image de ces locations-là qu'ils ont mis, étant donné que quand tu habites c'est un particulier, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est à l'image de donc les personnes vont habiter là parce qu'ils sont responsables. Et après, ils vont quitter leur fonction, ils vont tous rester là, ils ne vont pas quitter. Et parfois, ils décèdent aussi, c'est leur enfant. Ça devient un héritage. Ça devient un héritage pour leur enfant. Donc, la récupération des domaines, ça va permettre aux personnes qui sont en fonction. Imaginez un cadre, un haut fonctionnaire qui quitte Koya pour venir à Conakry, il y a les bouchons, il y a les embouteillages. Alors que s'il habitait à Kaloum, il pouvait facilement venir à son emploi. Donc ce sont des réalités qu'il faut encourager. Et c'est pourquoi moi, je dis haut et fort, je soutiens les actions du président. Et chaque fois que je vois un groupe qui soutient les actions du président, je serai là pour les galvaniser, pour les dire que vraiment, ce que vous êtes en train de faire. Et pour ceux qui disent que les gens ont reçu de l'argent pour faire... Non, les gens font par conviction. Et sur la base des faits tangibles. Et sur la base des faits tangibles. Voilà. Donc, c'est pour vous dire combien de fois aujourd'hui, et le Guinéen, on n'a pas besoin, on a tellement été manipulé par des politiques, mais c'est une réalité. Moi, je fais partie des jeunes de l'Axe. J'ai contribué, beaucoup de politiciens sont là, j'ai contribué moi. Mais un grand cadre comme ça, hein. Oui. Il y a des cadres le long de l'Axe. Quand nous, on était étudiants, on pense que... Voilà, quand on était étudiants, on a contribué vraiment, beaucoup de leaders politiques sont là, c'est nous qui ont fait de ceux qui sont aujourd'hui. Mais après, il y a des personnes qui nous ont promis, et après il ne faut rien. Mais vous savez quand même que donc, quand vous dites... Donc aujourd'hui, c'est pourquoi les jeunes de l'Axe... le contraire, parce c'est qu'on pourquoi pense qu'il n'y a que des bandits les jeunes de l'Axe disent, mais famille, on a compris. Oui. Parce que les politiciens, ils venaient juste... Quand il y a des élections ou bien quand il y a des manifestations, ils viennent, ils vous manipulent, et puis après vous venez, c'est vous qu'on tue. Nous, on a été victimes de tout ça là. Vous comprenez? Et après, ils disparaissent, ils viennent, ils font des compromis politiques au détriment même de ces militants et de ces manifestants. Ils ne sont pas forcément même vous avez dit... Ça, les jeunes Guinéens l'ont compris, la population guinéenne a compris, et aujourd'hui, le général, il ne parle pas. Il est en train d'agir, il fait des actions et il y a des résultats. Aujourd'hui, le repositionnement au niveau... Quand vous avez vu le ministre de l'enseignement... Donc ma question alors a un intérêt. Hein? Ah oui, le ministre, par exemple, le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, quand il y a des faits de détresse, les jeunes qui ont migré, qui sont abandonnés dans le désert, quand ils font des vidéos, ils envoient, c'est le président même qui délègue des avions pour aller les chercher ailleurs. Donc c'est pour vous dire combien de fois... Aujourd'hui, le Guinéen se sent vraiment valorisé, même à l'étranger. On dit chaque Guinéen compte. Et ça, je pense que le choix de madame pour que la Guinée soit invitée d'honneur n'est pas fortuit. C'est parce qu'aujourd'hui, elle-même, elle a compris que la refondation a permis à la Guinée de se reposer sur la scène internationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tous les Guinéens, je dis bien, c'est tous les Guinéens. Et la semaine dernière, on était au Palais du Peuple. Et ce sont les enseignants qui ont dit oui au président. Et quand l'enseignant dit oui au président, ils sont représentés dans les confins de la République. Mais c'est que je comprends dans votre exposé. Donc, une des manières de soutenir le président de la République, c'est de faire correctement son travail aussi. Moi, c'est ça ma conviction, c'est ça ma philosophie. Pour soutenir le président m'a confié une mission. Quand j'accomplis très bien ma mission, imaginez, je forme très bien les enseignants. L'ensemble des enseignants sont bien formés. Ils forment très bien les élèves et il y a résultat lors des examens ou bien lors des évaluations, les parents sont satisfaits parce qu'il y a une amélioration du niveau de leur enfant. Donc tout le monde va adhérer. Mais moi, je ne viens pas soutenir juste pour faire de la propagande, non. Je n'ai jamais accepté, c'est pourquoi moi... Merci M. Ba. J'ai une question pour lui, avec votre permission. M. Ba, M. Paul Sedi est du corps enseignant. De sa mère à lui. Et vous, tous, vous êtes du corps enseignant aujourd'hui. Depuis leur présence au sein du département aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté comme plus au niveau... Parce que le niveau de l'enseignement était trop bas à un certain bon moment.
Où en sommes-nous aujourd'hui? Première question. Deuxième question, la dernière. Oui, mais aussi. le temps, hein, non, il va résumer. Vous êtes aujourd'hui directeur, administrateur d'une part. Vous êtes formé parmi les 40 premiers pour être formateur, pour pouvoir former les autres qui doivent aussi former. Comment vous arrivez à concilier ces différentes activités au sein de votre administration et aussi votre vie familiale? Ok. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le ministre Jean-Paul s'est dit c'est le lieu pour moi de saluer ses efforts. Il est en train vraiment de mettre les bouchées doubles pour qualifier l'enseignement-apprentissage. Il a dit sa priorité, c'est l'enseignement à la base. Parce qu'il a compris, en tant qu'enseignant, que si les enfants à la base sont bien formés, ils vont remonter avec un bon niveau. Donc c'est pourquoi sa priorité, il nous a dit qu'il veut, c'est pourquoi on a prévu de former 10 000 d'ici décembre 2025, 10 000 enseignants de l'élémentaire pour qu'ils puissent être capacités afin qu'ils puissent former très bien les enfants. Aujourd'hui, nous tendons vers ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant parce que là, on va vous inviter là-dessus. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission. C'est pourquoi j'ai tout de suite demandé à Mohamed. Mais on a connu des maîtresses qui ne maîtrisaient seulement que les récitations. Les enfants n'apprenaient seulement que récitation. Récitation, mon ballon. Au-delà de ça, on ne peut pas lire, on ne peut pas compter. Quand on met un texte au tableau, ça peut faire un mois. Les enfants récitent le texte. Mais quand tu écris, c'est fini. Donc, apprendre les enfants à lire, à compter et à calculer à la base, qui constitue effectivement le sédiment même du savoir, j'espère que c'est extrêmement important. Parce que quand l'enfant, ce n'est pas à partir du collège, du lycée à l'université, non. C'est ça le soubassement. On ne peut pas construire quand même des immeubles sans passer quand même à faire des soubassements solides. C'est extrêmement important. Nous sommes dans le domaine de l'immobilier là. Donc, on va vous inviter pour qu'on en parle. Le temps pour madame de passer son mot de fin et encore renouveler l'invitation aux Guinéens et surtout les acteurs concernés par rapport au 11, 12 et 13 avril au compte de ce salon, et le mot de fin reviendra pour clôturer avec M. Ba. Et je sais quand même il est très disponible, on va en parler. Alors, rapidement, Madame Fatima. Je tiens encore à réitérer mes remerciements au gouvernement guinéen qui m'a reçu, qui, par le ministère de l'Habitat, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Énergie, la fédération FENACOPIG et tous les acteurs qui ont contribué à ce que ma mission en Guinée soit éclairée. Je vous donne rendez-vous les 11, 12 et 13 avril prochains à Paris avec nous. Venez exposer, venez rappeler à la diaspora guinéenne que leur pays leur ouvre les portes et qu'il y a beaucoup d'opportunités, que la Guinée aujourd'hui s'inscrit comme un pays assez stable, assez crédible, et que dans la vision de Simandou 2024, il y a le volet bien-être, 2040, oui. Il y a le volet bien-être, et le CIMEA s'inscrit dans l'onglet 5, donc du bien-être de la vision de Simandou 2040. Les bâtiments vous attendent. Venez acquérir des biens chez vous. Vous avez le droit. C'est votre toit. Préparez votre retraite en toute quiétude en Guinée. En toute quiétude, en tout honneur, en toute dignité. Ouais. Alors, M. Ba. Moi, je vais terminer par remercier très sincèrement le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train de valoriser même les cadres guinéens. Parce que moi, en tant que directeur nommé par décret du président de la République, j'avais une prime de 66 000 francs guinéens. Et aujourd'hui, il a rehaussé ça, je peux avoir plus de 10 millions. Si en tout cas le décret qu'il a pris, si le décret qu'il a pris, ça a commencé, si c'est appliqué, j'aurais, bon, ça, j'espère que mon locataire ne va pas entendre ce que j'ai dit là. Pour ne pas qu'il augmente la location avant que je ne perçoive ces 10 millions là. Mais ça, c'est pour vous dire combien de fois aujourd'hui, le cadre guinéen est valorisé. Et la mission à l'étranger. Et cela incite au bon travail. Oui, bien sûr, la mission à l'étranger avant, depuis 1989, le décret qui existait, ça n'a jamais été révisé. Il a révisé ce décret-là aujourd'hui. Quand tu as une mission à l'étranger, parce qu'avant, quand nous partions à l'étranger,
franchement, nous voyons nos collègues ivoiriens, sénégalais qui logent dans les étoiles, dans les hôtels de 5 étoiles. Nous, on est obligés de se cacher pour aller loger dans des hôtels vraiment dans des motels qui se ou chez les parents même. Ou c'est les parents. Parce que ce qu'on vous donne, c'était vraiment dérisoire. Depuis quelque chose qui a dit depuis 1989. Aujourd'hui, il a révisé ça aussi. Aujourd'hui, quand il y a une mission à l'étranger, vraiment, tu vas venir en tant que vrai Guinéen. Si je vois, et ça, c'est pourquoi moi, je vais soutenir le président de la République jusqu'à la dernière minute. D'accord. Voilà. Jusqu'à la dernière, jusqu'à l'agonie. Ouais. Alors, non, il n'a pas dit ça, il a dit dernière minute. Non. L'agonie n'est pas venue de lui. D'accord, il y a encore souci. Mais dès que je vois un mouvement en quête d'un parrain, je vais donner... Nous, on va à l'enseignement maintenant. Hein. Je vais donner... Sinon, alors à l'enseignement. Hein. Alors, le salon, en tout cas, de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, CIMEA, c'est les 11, 12 et 13 avril à Paris. Et vous avez donc écouté notre commissaire général, votre commissaire général et la commissaire générale du 10 salon, Madame Fatima Fakri, qui est donc en Guinée. Pays invité d'honneur. Et puis on avait donc reçu pour vous sur ce plateau, et certes vous avez donc été éclairé sur un certain nombre d'aspects autour de la direction nationale de la formation continue du personnel enseignant, et M. Abdoul Gadi Riba était donc notre invité. Abakar Junior, avant donc d'interpeller l'État à continuer à renforcer les capacités opérationnelles à travers bien sûr la mise en place des infrastructures dignes du statut vraiment d'homme d'État à l'intérieur du pays. Et nous allons donc clôturer cette émission tout en disant merci à toute l'équipe technique et pourquoi pas aux réalisateurs Michel Wamuno et l'ensemble des caméramans, n'est-ce pas, qui nous ont donc accompagnés pour la réalisation et la présentation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi avec d'autres invités, d'autres consultants également, d'autres chroniqueurs. Mais d'ici là, vous aurez Aminata Kaba Amika demain mercredi, et puis vendredi, samedi, vous aurez celle qu'on appelle Kadeka, intimement appelée Kadeka Chou. Et quant à moi, je vous dis merci, excellente journée à toutes et à tous de Ramadan et de Jean.